tous, il est 23h et vous suivez RTI 1, le titre de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi 22 mars avec Albert Mabry Touakeus, le président de l'UDPCI, un échange qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans notre pays. Kandia Camara a appelé les États membres de l'OCI à l'Union afin de faire face efficacement au terrorisme, un fléau mondial. La ministre des Affaires étrangères qui est à Islamabad a appelé les différents pays membres de l'organisation au renforcement des relations de coopération économique, commerciale, scientifique et technologique. Et puis nous irons au Burkina Faso où le procès des assassins présumés de Thomas Sankara a repris ce mardi 22 mars à Ouagadougou. Les avocats des accusés ont pris la parole pour leur plaidoirie après 3 semaines de silence. Les 12 inculpés étaient également présents, dont le principal accusé, le général Gilbert Diendéré. Voilà pour les titres et merci de regarder RTI 1. Conformément aux recommandations du dialogue politique, le président de l'UDPCI était ce mardi au palais de la présidence de la République. Albert Mabry Touakeus a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Dans le cadre de la décrispation de la vie sociopolitique nationale, le président de l'UDPCI, Albert Mabry Touakeus, a été reçu ce mardi 22 mars pour un entretien au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. J'ai été heureux d'être reçu en audience par le président de la République ce jour. Je voudrais dire que dans l'élan de la fin de la dernière session du dialogue politique, des rencontres avaient été recommandées. Et évidemment, pour ce qui me concerne ce jour, c'était des retrouvailles avec le président de la République. Vous savez la qualité, la durée de ma collaboration avec le président de la République. Donc nous avons évoqué quelques souvenirs, mais pour l'essentiel, nous avons donc parlé de la Côte d'Ivoire, de la paix. Il m'a rappelé son attachement à la cohésion et à la paix et son souhait de voir qu'avec tous les acteurs politiques, ce chantier soit un chantier prioritaire pour l'ensemble des Ivoiriens. Je lui ai également dit tout mon intérêt. Nous avons évoqué quelques points particuliers, notamment les recommandations du dialogue politique relativement à la CEI, à une préoccupation particulière de l'UDPCI concernant le général Robert Gueye. Nous avons également parlé de tout ce qui pourrait contribuer au développement local, puisque je suis certes chef de parti, mais également président de région. Donc le président nous a conseillé aussi la cohésion entre les cadres de cette région afin que le développement soit possible. Nous avons donc eu des échanges fructueux, nous avons convenu de nous revoir et nous poursuivrons ces échanges-là pour la paix, pour la cohésion et pour la Côte d'Ivoire. Membre fondateur de la coalition politique RHDP créée le 18 mai 2005, le bureau politique de l'UDPCI a décidé son retrait du RHDP le 2 août 2020. Je vous le disais également en ouverture de cette édition, les États membres de l'Organisation de la coopération islamique sont en conclave au Pakistan. À Islamabad, la Côte d'Ivoire participe également à ces assises, les 48e du genre, avec la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Rappelons que l'OCI, c'est une union qui regroupe 57 pays représentant 70% de la richesse en pétrole et qui cumule 1,9 milliard d'habitants, soit 23% de la population mondiale. Ces pays membres de l'OCI, dont la Côte d'Ivoire, ont dégagé leurs priorités en s'appuyant sur le thème central, les invitant à établir un partenariat pour l'unité, la solidarité, la justice et le développement de leur nation. Dans son adresse, la ministre Kandia Camara a appelé à une forte solidarité des États membres. Je vous propose de suivre un extrait de sa déclaration recueilli par Michel Digré. Nous voudrions souligner la nécessité pour les États membres de mettre l'accent sur la mise en œuvre des stratégies de partenariat économiques, commerciaux, scientifiques et technologiques
intra-OCI. En effet, les défis auxquels fait face le monde musulman nous y invitent plus que jamais. Nous devons donc être à l'avant-garde de tous les combats, notamment contre les pandémies et le terrorisme. Nous devons faire davantage d'efforts pour l'unité, la justice, le progrès et le développement et porter de nouvelles solidarités et de nouvelles aspirations pour nos peuples, individuellement, mais surtout collectivement. À New York, le gouvernement de Côte d'Ivoire vient d'obtenir de l'ONU Femmes 33 milliards de francs CFA pour le financement du projet usine semi-industrielle de femmes de Côte d'Ivoire. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a multiplié également les rencontres avec les différents partenaires. On en parle avec Ami Sissoko. À New York, la ministre Nassénéba Touré multiplie les rencontres en vue de renforcer les partenariats entre son ministère et les institutions des Nations Unies. Avec Sima Sami Baous, secrétaire générale adjointe de l'ONU et directrice exécutive d'ONU Femmes, il a été question du financement du projet IFAM, un programme pour l'alphabétisation numérique des femmes via le mobile. Autre financement évoqué, celui du projet usine semi-industrielle des femmes de Côte d'Ivoire, USIFEMC. Financement à hauteur de 33 milliards de francs CFA sur 5 ans, dont l'accord a été obtenu de Sima Sami Baous. Avec le directeur des programmes de l'UNICEF, Sanjay Wijesekera, les échanges ont porté entre autres sur l'appui technique et financier des services et structures de prévention des violences, exploitation et pratiques néfastes faites aux enfants, le renforcement des capacités des acteurs et des familles pour une meilleure connaissance des lois, des services et des procédures de protection des enfants. Le directeur des programmes de l'UNICEF a rassuré la ministre Nassénéba Touré de l'examen diligent de ces requêtes afin de les soumettre aux différents partenaires de l'institution. À la mission permanente de Côte d'Ivoire à New York, la ministre Nassénéba Touré s'est entretenue avec Maria José da Fonseca, la secrétaire d'État à l'égalité et l'inclusion de la République du Timor oriental en Asie du Sud-Est, est venue solliciter le soutien du gouvernement ivoirien à la candidature de son pays au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2024-2026. Outre ces audiences, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a pris part à l'événement virtuel parallèle à la CSW66 organisé par l'Association internationale des femmes pour la paix. C'était autour du thème « Renforcer la voix collective des hommes, leadership et prise de décision, éducation à la paix pour l'autonomisation des femmes ». L'événement virtuel a enregistré la participation en ligne de plus de 350 délégations à travers le monde. Autre titre de ce journal, le principal événement international sur les questions d'eau douce se tient à Dakar, au Sénégal. Ce rendez-vous, le 9e du genre, réunit des décideurs politiques, institutionnels et économiques. Ces derniers vont mener des réflexions sur la préservation des ressources en eau dans le monde entier. La Côte d'Ivoire, qui participe à ce rendez-vous mondial, y est représentée par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Kaba. On retrouve notre envoyé spécial à Dakar, Moussa Konaté. 9e Forum mondial de l'eau à Dakar, au Sénégal. Une rencontre internationale pour approfondir les réflexions sur la problématique de l'eau dans le monde. Thème de cette édition 2022, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Alors, mesdames et messieurs, à l'occasion de ce forum, disons, écrivons nous-mêmes le futur de l'eau. Reprenons la maîtrise du cycle de l'eau, car nous sommes rassemblés ici, ne voulant qu'une chose, j'en suis certain, que l'eau, la nature et l'homme redeviennent d'inséparables amis. Gagner la bataille de la sécurité de l'eau grâce à un engagement collectif, décideurs politiques, organisations internationales, institutions financières, tous donnent de la voix pour la préservation des ressources en eau. 2,1 milliards de personnes sont contraintes de consommer de l'eau polluée et 80% des eaux sont rejetées dans la nature sans aucun traitement, mettant en péril la santé et la vie de 4,5 milliards d'individus. 90% des 1000 catastrophes naturelles les plus dévastatrices depuis 1990
sont liées à l'eau. Tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pire. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous mondial de l'eau. La délégation ivoirienne, composée de représentants des ministères en charge des eaux et forêts, de l'assainissement et de l'environnement, est conduite par Laurent Tchagba, le ministre de l'Hydraulique. C'est vraiment un forum d'échange et c'est un enjeu important parce que l'eau qui est source de vie, si on ne prend pas de dispositions, va manquer. Et en ce moment, la vie n'existera plus. Donc c'est un enjeu pour nous de venir s'instruire, récupérer des expériences pour aller travailler sur le terrain. L'ouverture officielle du 9e Forum mondial de l'eau a été marquée par la remise du Grand Prix Hassan II de l'eau, une récompense destinée aux acteurs engagés dans la protection de l'eau, décernée cette année à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. On continue à parler de l'eau. De 2011 à 2018, la consommation en eau potable a presque doublé dans notre pays. De 350 000 mètres cubes jour, elle est passée à 640 000 grâce au projet Eau pour tous du gouvernement, une ressource désormais à profusion dans tous les ménages, mais qui est de plus en plus gaspillée par la population. Et dans le viseur des autorités, les lavages auto classiques, réputés pour leur grande consommation en eau. Le constat de Jean-Marc Djadji. Une station de lavage en pleine activité à Marcory, dans le district d'Abidjan. Des véhicules sont passés au peigne fin, à la brosse et à l'appareil électrique de nettoyage. Au même endroit, un nettoyeur de haute pression en marche, avec des eaux qui ruissellent de part et d'autre. Le décor est planté. Laurent est un habitué des lavages, il fait son constat. Mais quand on rentre dans un coin de lavage auto, d'abord même le catcheur ne mesure pas la quantité d'eau qu'on utilise. Ça fait sortir beaucoup d'eau. Donc, sur la violence, le jet d'eau qui sort, afin que l'eau est beaucoup gaspillée. Au quartier Anoumabo, dans ce lavage de fortune, des fûts vétustes entreposés servent à alimenter en eau des tuyaux usés pour le nettoyage des véhicules. Pour l'approvisionnement en eau, ici, on a une autre astuce. Nous, on travaille actuellement avec un forage. Par la ici, on ne peut pas. C'est un compteur commercial qu'on va prendre à la source ici. Quelque chose n'arrange pas. Donc, on pouvait prendre un truc de forage pour pouvoir travailler. De ces conduites d'eau en mauvais état, s'échappent chaque jour des litres dans l'indifférence des propriétaires. Non loin de là, ce sont des robinets ouverts qui laissent couler de l'eau à un débit souvent au maximum. J'ai fait des barriques pour travailler. Les samedis, dimanches, j'ai fait 7. Souvent, j'ai fait 7. Mais les autres jours, 3 ou bien 2. Une citerne d'eau utilisée sans réserve dans ces lavages correspond à 1000 litres en moyenne par jour. La consommation moyenne d'eau par jour et par habitant en Côte d'Ivoire est estimée à 72 litres selon des données de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. Il y a plein de lavages de voitures qui ont des fuites d'eau. C'est ce que j'ai dit, c'est presque chez tout le monde. Nous, on a besoin d'eau potable pour boire. Eux, ils ont besoin pour laver leur voiture. C'est vrai, mais que chacun fasse attention à l'autre. Parce que lui, son gaspillage fait que moi, je ne trouve pas l'eau au quartier. Or, moi, c'est pour boire. Lui, c'est pour chercher à manger. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on fasse le recours vers les spécialistes pour nous aider à ne pas gaspiller l'eau. L'on enregistre près de 70% de taux de gaspillage d'eau dans les établissements publics et 30% dans les ménages et autres secteurs d'activité. Une fuite d'eau est égale à près de 100 litres gaspillés par heure. Une perte d'environ 7 milliards de francs CFA selon l'Office national de l'eau potable. Des efforts du gouvernement sont consentis pour multiplier les capacités de production d'eau potable dans le pays. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, l'État de Côte d'Ivoire invite les consommateurs à protéger les ressources en eau. Autre chose à présent, après sa participation au Salon international de l'agriculture, la Côte d'Ivoire veut s'inspirer du modèle de la France où l'agriculture rime avec l'élevage qui utilise 36% des terres arables, une réussite que le pays présente fièrement à chaque année à l'occasion du Salon international de l'agriculture de Paris. La suite, c'est dans ce dossier qu'au-plus de la rédaction de RTI 1, une idée de Jean-Luc Bangbo, de retour de Paris.
Des animaux à admirer, des produits à savourer, des éleveurs et producteurs à rencontrer. La 58e édition du Salon international de l'agriculture de Paris n'aura pas dérogé à la règle. Le parc des expositions, à la porte de Versailles, a été la plus grande ferme de France pendant une dizaine de jours. L'élevage et ses dérivés, les principales attractions. Comme Neige, l'égérie du salon. Cette vache de la race Abondance et son éleveur ont été la star et le visage du salon de l'agriculture. Les races sont choisies par le salon. Chaque année, il y a une nouvelle race qui est choisie. Ensuite, la race choisit un éleveur. Comme c'est le cas depuis plusieurs éditions, c'est l'élevage qui est mis en avant au cours de cet événement. En étant vache égérie du salon, je suis aussi le porte-parole de tous les agriculteurs de la France. Cette représentativité de l'élevage au Salon de l'agriculture de Paris témoigne de la place qu'occupe ce secteur dans le pays. Avec 146 000 km², les terres dédiées à l'élevage bovin, ovin et caprin représentent près de la moitié de la surface agricole nationale. La France détient ainsi le premier cheptel de l'Union européenne. Un succès derrière lequel se cache une histoire et une volonté politique. L'industrialisation dans les années 50, 60, 70, 80 a été un problème pour nos races. Parce qu'on a tous voulu aller sur des races faciles à adapter, qu'on pouvait concentrer, qui avaient plus de marketing. Et on a négligé un petit peu, on a laissé tomber certaines races petites qui étaient bien adaptées à certains écosystèmes. Et a été mis en place par le ministère de l'Agriculture dans les années 80 un programme de sauvegarde des petites races qui existe toujours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a sauvegardé presque une quinzaine de petites races françaises et on a fait la même chose dans les chèvres et on fait la même chose dans le mouton. Entre autres races bovines qui font aujourd'hui le succès de l'élevage français, Holstein, Aubrac, Limousine, Abondance, Montbéliarde et surtout Charolaise, omniprésente au Salon de Paris. C'est la première race en France et dans le monde. C'est une race à viande très rustique qui s'adapte partout dans les pays chauds et les pays froids. En France, l'échelle des fermes est plus familiale. L'agriculture reste en grande partie un métier qui se transmet de père en fils. Mais aujourd'hui, on retrouve de plus en plus de femmes chefs d'exploitation, comme Lise Chastain, gérante d'une exploitation d'une 60aine de vaches Aubrac. On peut mettre longtemps pour mettre au point un troupeau avec une génétique assez lissée, on va dire, mais il faut bien compter entre 5 et 10 ans. Ça peut monter vite quand on fait les bons choix. Célia Bonabri, elle, participe à son premier salon avec Olympique, un taureau reproducteur charolais d'une tonne et demie. C'est ce qui me tient à cœur, le travail de la terre, faire pousser du blé, nourrir des animaux, les faire vivre. On est agriculteur avec, donc on a 90 vaches de cette race charolaise à la maison et aussi 90 vaches pour la production laitière. Le métier d'éleveur se féminise et s'ouvre à de nouveaux publics. Il évolue rapidement avec l'utilisation de nouvelles technologies que les lycées agricoles se chargent d'inculquer aux plus jeunes. La formation constitue en effet un des secrets de la réussite de l'élevage en France. C'est pourquoi il lui est consacré une place de choix au salon. On participe au trophée international de l'enseignement agricole, donc où on met en concurrence tous les lycées agricoles de France. Ça met en valeur notre région, notre établissement où on se forme tous les jours pour apprendre notre métier. Une chose est de se doter d'une politique d'élevage durable, une autre est de garantir une absorption des produits de cet élevage à travers l'exportation et la consommation locale. Le fromage reste l'un des symboles de la diversification des produits d'élevage qui accroît, entre autres, le niveau de consommation. Fabriqué à base de lait de vache, de chèvre ou de brebis. Au Salon de l'agriculture, ce sont des centaines de variétés de fromages qui sont représentées. Notre Roquefort est fabriqué qu'avec nos brebis de race Laconne et on le retrouve dans le monde entier. En France, il existe plus d'1 millier de variétés de fromages, tellement différentes les unes des autres que des ateliers de dégustation sont organisés pour en faire la découverte. Des découvertes qui se font très souvent en famille.
Les 9 jours que dure le Salon international de l'agriculture sont totalement insuffisants pour faire le tour de l'immense richesse de l'élevage français. 25 500 milliards de chiffre d'affaires pour les industries agroalimentaires de transformation. Une richesse qui n'empêche pas le pays de faire la promotion de ce secteur chaque année. La Côte d'Ivoire est l'un des participants les plus assidus à cet événement. Notre pays voudrait en effet s'inspirer de ce modèle de réussite et rendre son élevage moins dépendant des pays voisins. Et voilà, c'était pour vous le dossier de Jean-Louis Gbangbo, l'élevage vitrine de l'agriculture française, à revoir sur RTI 1. À Assini, la Commission nationale de MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, s'est réunie la semaine dernière. Au cours d'un atelier de réflexion, elle a planché sur l'harmonisation et l'efficacité des interventions des acteurs du secteur de la bonne gouvernance. En toile de fond, il s'agissait de renforcer le cadre de concertation et de collaboration entre les différentes structures nationales. Issa Chonayo. Les institutions en charge des questions de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire veulent travailler en toute intelligence et de façon concertée. À l'initiative donc de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CNMAEP. Une rencontre entre les experts de ces structures s'est déroulée à Assini pour définir les différentes stratégies de collaboration. Depuis 2011, son Excellence Monsieur le Président de la République a pris de grandes initiatives en matière de bonne gouvernance. Ces initiatives ont fait qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs structures qui travaillent sur la question. Il est donc important que nous puissions nous retrouver pour réfléchir ensemble, pour nous organiser davantage afin de pouvoir adresser ces questions en symbiose, en pleine complémentarité. Les représentants des inspections générales d'État et de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont exprimé leur reconnaissance au président de la CNMAEP pour avoir été associé à ces réflexions. C'est une initiative qu'il faut saluer et de faire en sorte que nous ayons une certaine cohésion, que nous analysions encore un peu mieux nos compatibilités, que nous définissions encore plus les objectifs vers lesquels nous devons aller à pas de charge pour être conformes aux ambitions du président de la République. Ça va permettre de s'asseoir, d'organiser l'écosystème pour qu'on soit plus efficace à travers les moyens humains, matériels et financiers qui sont à notre disposition. Et aussi devenir un modèle duquel les gens pourraient venir s'inspirer. Au terme des 5 jours de travaux, les experts des structures de bonne gouvernance ont pris l'engagement de mutualiser leurs efforts pour une bonne gestion des affaires publiques en Côte d'Ivoire. On parle maintenant de santé avec le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 22 mars 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 1599 échantillons prélevés, soit 0,2% de cas positifs, 11 guéris et 0 décès. À la date du 22 mars, la Côte d'Ivoire compte donc 81 671 cas confirmés, dont 80 840 personnes guéries, 796 décès et 26 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 459 250. Le 21 mars, 10 443 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 609 762 doses du 1er mars 2021 au 21 mars 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Covid-19, toujours, l'Union africaine a lancé ce mardi à Abidjan un régime d'indemnisation des personnes vaccinées ayant des effets secondaires. Le régime dénommé AVAT permettra de soutenir l'administration à grande échelle du vaccin de la Covid-19 en Afrique. 41 pays d'Afrique et des Caraïbes sont concernés et les autres sont exhortés à y adhérer. L'initiative est soutenue par la Banque africaine d'import-export et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, MENA, porte à la connaissance des populations que l'opération d'établissement d'actes de naissance aux élèves de CM2 qui n'en disposent pas
a démarré depuis le lundi 21 mars 2022 dans les écoles primaires publiques sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, les parents des 69 523 élèves concernés sont priés de se rendre dans les écoles de leurs enfants pour leur formalité au plus tard le vendredi 8 avril 2022, délai de rigueur. À l'issue de cette opération exceptionnelle, les élèves sans extrait d'acte de naissance ne pourront pas être candidats pour la saison 2022 de l'examen du CEPE, signé le directeur de cabinet Mamadou Binaté. On parle maintenant de cet atelier sur le renforcement de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. L'initiative est de la CEI. Avec l'appui du PNUD, l'institution entend mener des réflexions approfondies sur le sujet. Plus de détails avec Sidonie Davila. Ils sont souvent frustrés de ne pouvoir exercer leur droit de vote dans des conditions aisées. Handicapés moteurs, visuels, auditifs et autres. Les personnes en situation de handicap dans leur ensemble disent rencontrer des problèmes multiples. Notamment l'accessibilité des lieux de vote, le vote des personnes handicapés non-voyants qui se font assister à chaque fois le matériel adapté au vote des personnes handicapées. Pour une meilleure prise en compte de leurs difficultés, des réflexions sont menées sur le renforcement de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire. Personnellement, il y a quelques années en arrière, j'ai dû bloquer un bureau de vote parce qu'il m'avait été impossible d'avoir accès à l'isoloir parce que je suis personne en situation de handicap visuel. Et on m'a dit que le vote étant secret, je ne pouvais pas y accéder avec quelqu'un de mon choix. Et donc je me sens vraiment satisfaite qu'on ait été entendu et que notre droit de personne citoyenne aussi soit pris en compte. Une joie que partage la tutelle. Le ministre Adama Kamara incite les associations des handicapés à parler d'une seule voix. Si vous êtes unis, vous serez forts. En initiant cette rencontre, vous facilitez ainsi l'accès de façon concrète des personnes handicapées au processus électoral, faisant montre de votre intérêt de les voir jouir de leurs droits en tant que citoyens aptes à contribuer au développement de notre pays. À travers cet atelier qu'elle organise avec le soutien du PNUD, la Commission électorale indépendante CEI s'engage à promouvoir la participation inclusive des personnes handicapées aux processus électoraux. Venons nous asseoir. Expliquez-nous ce qui est votre problème. Et ensemble, nous allons en tenir compte pour ce qui est faisable. Nous allons voir ce qui est à prendre en compte pour faire des propositions au gouvernement en matière électorale vous concernant, et puis ensuite examiner les modalités pratiques d'exécution de ce que vous souhaitez. Selon l'Institut national de la statistique, on estime en 2020 à 457 422 000 les personnes en situation de handicap en âge de voter. Autre sujet à présent, plusieurs responsables communautaires ont été conviés à un dialogue sur la cohésion nationale. Une rencontre qui s'est également tenue avec les populations et qui bénéficie du soutien du Centre suisse pour le dialogue humanitaire. Abou Sanogo. Dialogue intercommunautaire, outil de renforcement de la réconciliation, de la cohésion nationale et de la paix. Thème de l'atelier de réflexion stratégique qui s'est tenu à Grand Bassam. 3 jours durant, les participants ont débattu sur les enjeux liés à la réconciliation et à la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Il s'est agi de façon spécifique d'identifier les défis liés au dialogue communautaire, à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale. Et cette rencontre, organisée par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, a bénéficié de l'appui du Centre suisse pour le dialogue humanitaire. Ce que nous avons appris, c'est que notre méthodologie de prévention et de gestion des conflits locaux que nous avons développée au Sahel et ailleurs en Afrique francophone pourrait être profitable ici en Côte d'Ivoire, et nous nous réjouissons de réfléchir avec monsieur le ministre sur les suites d'une collaboration pour œuvrer à la paix en Côte d'Ivoire ensemble. Il faut donc un temps pour réfléchir, mais il y a aussi un temps pour agir. Nous avons réfléchi, on a identifié les éléments sur lesquels on va travailler. Maintenant, nous allons passer au deuxième temps, le temps de l'action. Parce que la Côte d'Ivoire
à beaucoup de défis pour lesquels il y a peu de temps à perdre. Les participants à cet atelier étaient constitués essentiellement du corps préfectoral, de la société civile, de la chefferie traditionnelle, des jeunes, des femmes, des mouvements associatifs et des guides religieux. Les populations de Yapo, un village situé dans l'Agnébi-Tiassa, ont célébré le chef de l'État pour ses actions de développement. Des travaux de bitumage et d'électrification ont en effet été réalisés dans leur région. On en parle avec Godefroy Okambawa. Bitumage du tronçon desservant les villages de Yapopa, Yapoga, Petit Yapo et Grand Yapo en 2021. La réalisation de ce projet structurant, après l'électrification des 4 villages et l'accès à l'eau potable à Grand Yapo, les populations de l'Agnébi-Tiassa ont tenu à manifester leur gratitude au président de la République. Le goudron n'est que le début du développement. Et vous avez visité le village, tout le village est pratiquement bitumé. Et nous disons encore merci au président de la République pour cela. Les populations de Yapopa, Yapoga et Petit Yapo attendent patiemment l'eau courante. Les travaux de canalisation sont en cours, ce qui annonce plusieurs autres réalisations dans toute la région de l'Agnébi-Tiassa. La région de l'Agnébi-Tiassa a compris que le chef de l'État fait un bon travail à la tête du pays et que eux qui se croyaient oubliés, ils sont dans le cœur et la préoccupation du chef de l'État. Ils ont égrené toutes les réalisations de cette localité, mais je pense que c'est un peu partout, que ce soit ici, dans les autres cantons, on bénéficie vraiment d'importants investissements. Ils veulent sceller un nouveau mariage avec le chef de l'État et se mettre à sa disposition. Apporter l'eau potable et l'électricité à tous les villages de plus de 500 âmes, telle est l'ambition du chef de l'État. Les populations l'ont si bien compris qu'elles ont décidé d'accompagner le président Alassane Ouattara et son gouvernement dans ce vaste projet de développement de la Côte d'Ivoire. Et on termine ce journal hors de chez nous avec le procès des assassins présumés de Thomas Sankara qui a repris ce mardi matin à Ouagadougou. Les avocats des accusés ont pris la parole pour leur plaidoirie après 3 semaines d'interruption. Les 12 inculpés étaient également présents, dont le principal accusé, le général Gilbert Diendéré, qui s'est installé devant les juges aux côtés de ses co-accusés. Les plaidoiries ont commencé avec les avocats des médecins accusés d'avoir donné un faux certificat de décès sur les causes de la mort de Thomas Sankara et se poursuivront toute la semaine jusqu'à vendredi prochain. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable soirée sur RTI 1. Bonsoir.